Emmanuel Salasque, vous êtes né en 1969 à Rodez. Vous avez suivi des études en esthétique du cinéma et en art plastique. Vous vivez en altitude et vous avez publié une douzaine de livres essentiellement chez POL sous les pseudonymes d'Emma Chac et d'Emmanuel Pagano, puis sous votre nom de naissance, Salasque. Vous êtes traduite dans une quinzaine de langues et vous avez coécrit le scénario du film Si le vent tombe de la cinéaste Nora Martirosian en sélection officielle en 2020 à Cannes. Orgel, ouvrage paru en 2021 chez POL, est le roman autour duquel et à partir duquel nous allons vous rencontrer ce soir. Emmanuel Salasque, je vais oser. Je vais oser dire, sans que ce soit pris pour une vérité, nous sommes faits de 1000 éclats, de 1000 visages, je vais oser dire que vous êtes une sauvage. Une sauvageonne, une sauvagerie douce, tranchante, lumineuse et légère. Une femme pleine de colère, de rugissements et de notes cristallines, une émerveillée, une presque folle, une solitaire, une marcheuse, une trouillarde, une volontaire, une insatiable, une sensuelle, une gamine, une chercheuse, une tête pensante, analysant les complexités des êtres et des choses, des lieux et des songes, des prairies et des roches, une âme lucide et décalée. Peut-être dans le décalage et la lucidité se trouverait le terreau des histoires de mémoires imbriquées que vous racontez. Car vous les sondez, les mémoires. Vous côtoyez simultanément les vivants et les morts et vous semez le trouble. Vous précisez et vous floutez. Vous jouez avec les reflets, vous jouez avec vous jouez avec nous, en ciselant, en crochetant, en échafaudant, en construisant avec tant de densité, de précision, de patience et de cœur à l'ouvrage, que nous sommes enivrés et gelés tour à tour, comme vos personnages, ivres. De sommets, de drogue, d'amour, de fugue, d'attentes et de batailles. Du sentiment de l'ivresse, quelle qu'en soit la cause, vos livres semblent naître vos livres pleins de mots. Et par les mots de vos livres, nous voyons clair et nous voyons flou. Peut-être un peu comme vous. Vous nous balancez sans cesse entre la clarté et l'opacité, mélangées, enchevêtrées. Avec vous, nous sommes tenus et lâchés, seuls et accompagnés, effrayés et gais, dégoûtés et attirés, en même temps, tout le temps. Il est question du tout et du rien, finalement, de la présence et de l'absence confondues, et de ce qui ne peut pas être séparé, de ce qui est insécable, et de ce qui, donc, ne peut être entendu qu'en étant pris dans son entièreté, dans le maillage des 1000 visages, des éclats, toutes les perles d'un même collier. Alors, l'histoire des liens, des places, des familles, des rapports, des contrastes et des contraires, des dedans et des dehors, des paysages et des viscères, des folies et des réalités, des marches et des suspensions, des ascensions et des descentes, des fuites et des stagnations, des agissements et des arrêts, des fractures et des soudures, des révoltes et des soumissions, des oppositions et des ressemblances. Avec vous, rien n'est seulement ce que l'on voit. Nous sommes aussi ce qui est sourd, ce qui sourd. Et de ce sourd-là, vous semblez écrire ce qui cogne, ce qui comble, ce qui craque, ce qui ravage, ce qui fait qu'à chaque seconde, nous mourrons davantage, qu'à chaque seconde, nous vivons encore, qu'à chaque seconde, nous ne savons rien de plus et peut-être même un peu moins, qu'à chaque seconde, quelque chose œuvre en sourdine, quelque chose d'incontrôlé, d'incontrôlable, quelque chose qui serait notre espèce, notre humanité, notre façon de mourir et nos manières de vivre. Oui, j'adhère à tout ça. Super. Et ça me plaît bien. Une petite rectification, que j'opacifie, oui, mais je ne pense pas que je rends les choses floues. Peut-être parce que justement j'y vois très très flou, je suis très très myope. Très très myope, j'ai des lentilles et que donc je cherche toujours à préciser. Alors après que je masque, que j'opacifie, surtout je décale pour pas qu'on regarde à tel endroit, je montre un autre endroit. Enfin, plutôt que de cacher, je montre autre chose. Voilà, je décale. Mais sinon tout le reste, ça colle bien. Mais l'opacité, c'était plutôt justement pour renvoyer au contraire à cette notion de... C'est l'envers de la transparence. C'est-à-dire, c'est une volonté de rendre... Justement, de
au contraire d'être fier, enfin fier, même pas fier, mais on est opaque. Il y a quelque chose de... Oui, ça, et c'est plutôt ça, c'était de cette opacité-là qui vient au contraire de la transparence, du tout transparent. Il faudrait que tout soit assez transparent, c'est aussi très politique. Alors, Orgel, on va rentrer dans le vif du sujet, justement par ce bout de l'entièreté. C'est ça qui m'a d'abord donné envie de rentrer dans cet échange. Cette entièreté, les choses ne sont pas sécables. Et il y a en effet ce qui sourd, ce qui nous ravage, ce qui nous émeut. On est fait de ces mille éclats. Et je trouve que ce livre raconte ça aussi. Et en même temps, alors il faut préciser pour ceux qui n'ont pas lu le livre qu'il y a deux personnages principaux qui sont deux jumelles, dont l'une, Clémence, est, on va dire, malade ou folle, et elle cherche à éclater justement, à s'éclater au sens propre, et quand elle est en crise, et pour guérir, elle a besoin d'être rassemblée. Donc là, quand vous dites que les choses ne sont pas sécables, elle a ce problème-là d'être dispersée mentalement, psychiquement. Et elle a besoin qu'on la rassemble. Donc c'est pas d'emblée pour elle, cette espèce d'entièreté, justement. Elle est fissurée. Mais quand on la lit, quand on la découvre, on sent bien qu'elle est ça et aussi ça, justement, qu'elle est lumineuse et complètement débordante ou folle. C'est-à-dire que sans cesse, je trouve qu'en vous lisant, on perçoit cette façon de justement regarder ou découvrir les âmes ou les gens qui sont décrits sous plusieurs prismes, avec plusieurs regards et donc plusieurs émotions à leur rencontre, et qu'on a du mal à les étiqueter, à les rentrer dans des cases, parce que c'est aussi le sujet du livre. Comment on reste bien bordé, comment les rivières restent dans leur lit. Et quand elles débordent, on peut être épouvanté par cette catastrophe, mais on peut aussi se demander pourquoi elles débordent. Oui, si on le savait, mais oui. Donc Clémence déborde et le glacier au-dessus de ces deux jumelles déborde. Et par contre, ça, on arrive à l'expliquer scientifiquement pourquoi. Donc pour remettre un peu de choses très, très, très précises dans cet échange Orgel, on est plongé dans les montagnes. Vous dites qu'elles sont imaginaires, donc chacun peut en effet penser que ce sont les Pyrénées, les Alpes, enfin peu importe. C'est juste que j'ai rassemblé deux vallées distinctes, dont l'une est dans les Alpes et l'une dans les Pyrénées, en une. Donc c'est impossible. Je précise parce que il y a des personnes qui sont un peu à fleur de peau par rapport à leur montagne et qui disent c'est pas possible, c'est pas possible. Non, ça peut pas. Voilà. J'ai osé faire ça. Oui, justement, ça donne du coup à cette montagne imaginaire une forme de sacré, enfin de légende vivante. Ça donne encore plus de charge, je trouve, à ces lieux. On est à cet endroit-là, on est sous un glacier, on est à une altitude qui n'est pas tout en haut, mais pas non plus tout en bas. On est plongé au cœur d'une famille au travers de ces deux jumelles dont vous venez de parler, Lucie et Clémence. Et on est dans la trace d'un souvenir catastrophique, traumatique, qui est l'explosion de la poche subglaciaire. Donc, en 1892, si je me souviens bien, ce glacier a explosé et a emporté avec lui, évidemment, la vallée et a fait énormément de morts. Et chaque année, depuis 1892 même peut-être, ou 1910, ça je ne sais plus, 1910, il y a ce rituel de l'alarme. Et le livre s'ouvre là-dessus, sur l'alarme. Ce qui sonne, ce qui rappelle la catastrophe et ce qui raconte à nouveau finalement l'histoire à chacun des auditeurs. En 1910, ils drainent le glacier, mais ils ne font pas des exercices d'évacuation. Ils les font à partir du moment où il y a à nouveau un risque. Et là, on se retrouve dans les années 10, mais 2010. Donc, c'est pendant notre siècle à nous qu'il y a ces exercices d'alarme. Et donc, dès le départ, on est confronté à ce traumatisme. Pour vous, c'était important d'être sur ce point de départ aussi vif. Oui, on commence par la sirène qui sonne et on ne sait pas si c'est un exercice ou pas, puisque
C'est pour tout pareil, hein, c'est quand il y a des barrages, c'est la même chose. Il y a très souvent des exercices. Parfois, ils sont programmés, les gens le savent. Parfois, ils sont au hasard pour voir comment les gens réagissent. Voilà. Donc, on ne sait pas ce qui se passe. Et très vite, on se rend compte qu'il y a une espèce d'alarme intrafamiliale qui est liée à Clémence elle-même. Et on comprend que Clémence est revenue chez sa sœur, qui elle-même habite au-dessus dans un endroit à l'écart, voilà, dans un endroit à l'écart et puis dans la ferme familiale. Et Clémence est revenue après avoir disparu pendant 30 ans. Et Lucie, donc celle qui parle, celle qui narre l'histoire, est prise dans à la fois le souvenir, le traumatisme, la difficulté de l'attente, la difficulté de se construire avec cette attente, même si elle décide d'essayer de prendre sa vie en main, quelque chose la rattrape sans cesse. Et donc ce personnage, dès le départ, nous met dans une sorte de... C'est très haletant, enfin, c'est vraiment très à vif, très sensible. Elle se débat et elle est aux prises avec cette éventuelle catastrophe qui est à la fois sa sœur et à la fois le glacier qui menace à nouveau d'exploser. Du coup, je vais lire un premier extrait qui va vous donner un peu l'idée de... Roulant vers la ville, je me disais que s'il fallait recommencer, malgré les moments de douceur, cette fois je ne pourrais pas. Je ne me sentais pas capable de la soigner, de la materner à nouveau. Je ne me voyais pas donner la béquille à une femme de 50 ans, aussi souffrante, aussi apeurée soit-elle. Je commençais à me trouver des excuses pour ne pas le faire. Les poules, le potager, auquel soudain je pensais, le levain. Mais j'avais cette idée absolue en tête. Ramener Clémence. Je devais la ramener et la mettre à l'abri. Elle ferait la morte à nouveau pour rester en vie. Mais ici, je devais la ramener parce qu'elle avait gâché ma vie. Parce que je ne voulais pas l'avoir gâchée pour rien. Je voulais l'avoir gâchée pour elle. Elle ferait la morte, encore, pour justifier ma vie. Ma vie à l'attendre. Ma séparation d'avec Léo. L'enfant que je n'ai pas pu avoir, mort avant d'être né à cause d'elle. Il fallait que ma sœur revienne pour justifier le gâchis. Et cette fois, je ne la laisserai pas disparaître. Oui, parce qu'on a oublié de dire quelque chose d'important, c'est que ça se passe dans 30 ans, ça se passe dans les années 50, 2056, mais ça aurait pu être 2057 ou 55. Les sœurs ont 50 ans. Et du coup, on a des allers et retours entre ce présent-là et le passé, leur passé étant la réactivation de l'alarme dans les années 10, quand elles sont petites, et ce passé encore plus lointain de la grande catastrophe du glacier, de la poche d'eau sous-glaciaire. Et ce passage que vous avez lu, c'est parce qu'une première fois, bon, alors Clémence, comme toutes les personnes avec des problèmes psychiques et d'addiction, a fait de nombreuses fugues. Et une fois, elle a disparu pendant longtemps, quelque chose comme 2 ans. Et ensuite, elle a appelé sa sœur à l'aide. Là, on est autour de leurs 20 ans. Elle a appelé sa sœur à l'aide et sa sœur l'a rattrapée et remise dans le monde. Et ensuite, elle a complètement disparu. C'est pour ça qu'elle parle d'une deuxième fois. Il y a eu un précédent. Il y a eu une première inquiétude, tout comme il y a eu une première inquiétude avec le glacier. C'est pour ça qu'elle est si sur le qui-vive, Lucie. Et en même temps, le retour de sa sœur, c'est une joie. C'est une joie totale, parce qu'elle lui a manqué, parce qu'elle s'est inquiétée, et parce que, justement, c'est ce qui est dit dans cet extrait, elle a passé sa vie à l'attendre, donc maintenant, quand elle dit « je ne la laisserai pas disparaître », c'est un peu comme si elle allait lui demander des comptes, peut-être. En même temps, là-dedans, on pressent tout ce rapport qui est à la fois très beau et extrêmement toxique, parce que Clémence apparaîtrait, en tout cas, comme un personnage extrêmement tyrannique. Il y a des scènes qui sont écrites avec sa mère, notamment, qui sont à la limite du supportable, qui sont même insupportables. C'est pas un livre confortable. C'est ça que je trouve assez extraordinaire. Et en même temps, on est très bordé par la structure.
C'est là où je trouve ça très fort. C'est-à-dire que tout il est très structuré. Il est très structuré. C'est mon livre le plus structuré. Ne vous inquiétez pas, vous ne tomberez pas. Le plafond ne va pas s'écrouler. Mais en effet, tout déborde là-dedans. Tout. Et on ne sait pas par où ça va arriver. C'est-à-dire que c'est vraiment un livre sur la menace et sur la peur. Et sur, à un moment donné, on se demande même si en effet les choses ne se passent pas mal. D'ailleurs, c'est ce qui est écrit. Parce qu'on les projette se passant mal. Et donc, tout à coup, on est livré un peu à notre responsabilité inconsciente ou consciente. On dit, mince, mais si ça se passe mal, c'est peut-être parce que je le veux, finalement, que ça se passe mal. Tellement je le projette. Ou parce que je me dis que ça va se passer mal. Oui, donc, qu'est-ce qui se passe pour que ça se passe si mal? En fait, c'est assez simple. Hein. Donc, il y a cette catastrophe en suspens de cette poche d'eau sous glaciaire. Il y a aussi autre chose dont on va sans doute parler, qui est la menace d'un gouvernement, lui aussi tyrannique. Et il y a cette sœur, mais ça, c'est en fait très simple, très bête, et très quotidien. J'ai voulu essayer de rendre ce que vivaient les personnes qui ont un proche souffrant de maladies psychiques, essentiellement les psychoses. Cette répercussion que ça a sur la famille, qui peut aller très très loin. Hein, en fait, il y a des scènes, c'est vrai, extrêmement violentes, mais il y a bien pire. Et je n'ai pas décrit le pire parce qu'il est presque inconcevable. Et on se serait dit, non, là, elle est spectaculaire. Très spectaculaire. Et donc voilà, cette espèce d'écho qu'ont les psychoses au sein d'une famille. Et comment ça se distribue, comment les rôles se distribuent, et comment parfois la seule réponse étant de devenir soi-même à la lisière de la folie, de devenir soi-même violent, de souhaiter la mort de la personne malade. Enfin voilà, je simplifie là. Et tout en étant... cette tyrannie de la personne malade... c'est évidemment la tyrannie de la maladie, hein. C'est pas la tyrannie de la personne, mais c'est aussi une espèce d'appropriation de tous les regards, de toutes les attentions, de toutes les émotions. Quand il y a quelqu'un qui dysfonctionne dans une famille, alors là je parle des maladies psychiques et de la toxicomanie parce qu'elles sont liées, mais il y a tout un tas d'autres malheurs qui peuvent arriver. Toute l'attention de la famille est fixée sur cette personne et les autres frères et sœurs, par exemple, n'existent pas. Et Lucie se sent terne et délaissée. Voilà, il y a tout ça qui se passe et que j'ai essayé de rendre compte, enfin d'en parler tout simplement. On le ressent très très bien. Et en même temps, je trouve que Clémence, donc, elle dysfonctionne certes, mais dans un système, on va en parler justement, qui veut tout contrôler, qui tend vraiment vers le dictatorial, vers la tyrannie lui aussi. Clémence est aussi la métaphore de celle qui est hors cadre et hors gel même du coup. Oui, alors oui. Le gel. Alors hors gel, c'était un titre que j'avais pour un autre livre. Enfin, pour ce livre que je voulais écrire qui n'était pas celui-là. Pour un livre que je voulais écrire qui n'était pas celui-là et qui parlait des maisons qu'on n'habite pas et qu'il faut mettre hors gel. C'est de moins en moins vrai, évidemment, puisque c'est plus trop le gel qui m'intéresse. Encore on le fait dans la montagne. Mais bon, voilà. Donc ces maisons où on n'est pas, on les met hors gel. Et je croyais, une fois écrit ce livre, être enfin dans ce livre-là des maisons qu'on n'habite pas, et finalement, non. Alors je ne sais pas quand est-ce que ça sera. Mais c'était pour ça. Et puis je me suis dit, j'ai commencé à réfléchir sur les maisons, et puis les choses ont fait que j'ai écrit cette histoire-là. Et j'ai rapidement compris que c'est parce que la montagne n'est pas gelée qu'elle est menaçante, de plus en plus, et que pour border, vous, moi je dirais contenir une personne qui est en crise, on la met dans une gangue, parfois une gangue physique, pour la contenir, des liens, tout un tas de choses, on les attache au lit, etc., voire on les tient physiquement. Ou bien, évidemment, le plus simple, ce sont les antipsychotiques. Et ces personnes-là sont tenues, mais sont vraiment dans une... Oui, c'est vraiment une gangue, c'est-à-dire tous les mouvements sont ralentis, les pensées sont ralenties, et voilà, la personne est gelée, elle est contrôlée, elle est... inoffensive. Voilà, elle est rendue inoffensive, c'est quoi le terme ?
quand on rend inoffensif quelqu'un. Bon, Oui. neutralisée, voilà. Oui. Elle est neutralisée, mais elle est gelée, elle est ralentie, voilà. Donc je me suis dit finalement, ce titre-là, il va à ce livre-là. Et tant pis pour l'autre livre que non, ça fonctionne très commencé. bien. Mais justement, cette clémence, c'est aussi le signe de celle qui fait tache sur le tableau de famille, qui va pas faire en sorte qu'on va faire semblant que tout est tout bien, tout lisse, tout va bien, tout est parfait, on est tous bien. Ben non, on n'est pas tous bien. Et plus finalement on contrôle, et plus ça déborde. C'est aussi ce que vous racontez au travers de votre regard sur le système politique, en tout cas qui est mis en place à cette époque-là, donc dans 30 et quelques années. En tout cas, ce petit décalage d'époque, de temps, je trouve est extrêmement intéressant parce que c'est très proche, ça donne une forme de réalité tout à fait concrète. On n'a pas besoin de se projeter, c'est pas de la science-fiction, quoi. C'est pas les martiens, les extraterrestres, les choses qui sont très très loin de nous. Au contraire, ça rend encore plus sensible la menace. Bon, je me suis évidemment énormément documentée sur toutes les menaces qui existaient d'un point de vue écologique, y compris au niveau qu'est-ce qui pourrait se passer au niveau gouvernemental et les travers de mouvements écologistes. Sauf que c'est un livre qui est sorti fin août, c'est pour la rentrée de septembre en 2021. Et quand un livre sort en septembre, on le rend en avril à peu près à l'éditeur. Et pendant l'été, il est sorti un autre rapport du GIEC qui était bien plus alarmiste que ce que je croyais. Et donc je me suis dit, ah mais mince, mais en fait c'est pire que ce que je croyais. Parce que moi j'ai exagéré les choses, mais je ne les ai peut-être pas encore assez exagérées. Voilà, j'ai été dépassée par la réalité. En fait, il y a une accélération là, de la menace. Donc évidemment, ce que je décris, si ça se trouve, c'est pas dans les années 50, c'est dans les années 30. Oui, ou c'est d'ici quelques années. Alors, on va peut-être justement lire un petit extrait à propos de cette écologie dominante, page 160. Vous voulez bien ? Oui. De ici. Alors, il faut expliquer que on imagine que ça se passe en France, mais ça se trouve ça passe pas en France, et je sous-entends que c'est partout dans le monde, qu'en fait il arrive une sorte de dictature pour protéger la nature, parce que justement on l'a pas assez fait, et que quand on agit dans l'urgence, on fait toujours n'importe quoi. C'est à peu près ça, l'idée. Aujourd'hui, cette tendance s'est encore amplifiée, même si elle porte d'autres noms, empruntés à l'écologie dominante. Les termes... Ah oui, alors on n'a pas parlé des termes. Les termes avec un H. Les termes offrent désormais des cures de nature care au cœur de nos montagnes vers la reconquête de l'essentiel et le ressourcement personnel, et proposent des séances d'éco-psychologie pour reconstruire du lien entre les humains et la terre. Depuis les crises sanitaires et les pandémies successives, on ne sépare plus la santé des humains et des écosystèmes. Les termes revendiquent des soins fondés sur un savoir et une pratique permaculturelle. Mais plaintes et bavardages n'ont pas disparu, et les soignants sont encore formés à écouter l'immense besoin de dire du patient qui vient chercher dans l'eau soufrée ce qui manque à tous, depuis toujours, du lien. Les cultes religieux ont été interdits. Les termes ont pris le relais des anciens lieux de prière. Les sources bienfaisantes ont remplacé les grottes aux apparitions et leurs rochers aux suintements sacrés. Et tous les pèlerins, les croyants, les fervents, les désolés, les infirmes, les brisés se sont résignés, adoptant cette nouvelle forme de tourisme salvateur. Les sanctuaires du siècle dernier attendent d'être recyclés, leurs installations et leurs bibelots rouillent et pourrissent, excepté ceux que restaurent des collectionneurs douteux, mi-receleurs, mi-charlatans, héritiers peu scrupuleux des guérisseurs de nos grands-parents, écoulant leurs marchandises grâce à des rumeurs encore de ci, de là, éblouies, que plus personne n'ose colporter. Quelques marginaux continuent de croire, réfractaires au nouveau dogme qu'il est défendu de nommer ainsi, mais ils se cachent, se taisent, prient en silence. La chapelle ancestrale, construite sur les bords du torrent,
pour nous protéger des inondations et des laves. Oublié à l'extrémité la plus reculée de la vallée, s'est lentement dégradé, faute d'entretien, avant de s'écrouler. Sur la rive sinueuse, il ne reste de ce culte à Marie que de petits morceaux en aval, issus de la chute d'oratoires bâtis pour freiner les débordements de l'eau, emportés par l'abandon des hommes. Officiellement, il n'est plus permis de prier, seulement de méditer et de pratiquer de laïques petits rituels d'amitié avec les plantes, les animaux, cercles de gratitude à la nature, recueillements forestiers, cérémonies païennes plus ou moins bricolées en singeant l'animisme, mais un animisme privé de son antique colonne vertébrale, la chasse. Merci. Voilà voilà, c'est un peu une partie du monde dans lequel évoluent Lucie, Clémence et les autres. Vous avez des réactions, des questions, des remarques déjà sur cette première partie d'échange? Ou ça vous laisse sans mots, sans voix? Est-ce que on peut imaginer se projeter comme ça? Est-ce que vous vous projetez, vous, comme ça, dans 30, 40, 50 ans? Non? Parce que ça fait bizarre de lire, parce que c'est tout à fait, en effet, possible. On sent bien que pour des raisons de laïcité, d'écologie, de conscience, etc., on pourrait tendre vers quelque chose qui, au contraire, se rétrécit, s'étrique et se surveille en permanence. Et là, où est-ce que l'être se loge? Où est-ce que les humains s'épanouissent si on est sans cesse dans des formes ou des injonctions extrêmement sécuritaires? Bon, de toute façon, je n'ai rien inventé. Hein. Quand je décris des choses, ce sont des choses qui existent réellement, mais je les ai juste rassemblées, peut-être parfois amplifiées. C'est aussi parce que j'essayais aussi de rendre compte de la difficulté du monde paysan, et en particulier du monde paysan de montagne, mais du monde paysan tout court, à qui on défend beaucoup de choses et qui serait responsable de tous les maux. Puisqu'on ne l'a pas dit, mais Lucie et Clémence sont filles de paysans. Il y a beaucoup de choses qui sont... Enfin, leur trajectoire dépend beaucoup de ça, de ces soins aux bêtes qu'avaient leurs parents et en particulier leur père. Je précise aussi que si elle part d'une chapelle qui prévient des débordements de lave, c'est parce qu'on ne l'a pas dit, mais quand la poche d'eau sous glaciaire explose, ça crée une lave torrentielle. Ce n'est pas de l'eau, au départ c'est de l'eau et de la glace, mais très rapidement, puisque ça emporte des matériaux, de la roche, de la terre, de l'herbe, des sapins, et ensuite des bêtes et des hommes, ça fait une lave, on appelle ça une lave torrentielle, sans doute vous connaissez ça, puisque vous êtes des montagnards, je ne sais pas, mais voilà, c'est comme une lave de volcan, mais grisâtre, noirâtre, et qui va extrêmement vite du fait de sa viscosité. Voilà. Et le monde d'avant et le monde d'après, en tout cas. Avant le traumatisme, avant la catastrophe et après la catastrophe. Et en tout cas, plus les catastrophes s'amoncellent et plus la riposte est, en tout cas dans ce livre, assez terrifiante. Et en même temps, on a aussi, vous le dites parce que dans ce livre, il y a aussi énormément de listes d'énumération très très belles. Vraiment, c'est pas des listes de courses, hein, c'est des listes extrêmement recherchées, très poétiques, très musicales. Et on se rend compte que il y a aussi, ça produit en tout cas cette époque telle qu'elle est décrite dans le livre, et ben justement des façons de se déplacer, à nouveau avec des ânes, des colporteurs finalement, hein, on les connaît bien en Ariège, enfin, en tout cas on les a connus, peut-être qu'on va les connaître à nouveau dans quelques décennies, et tout un tas de petits métiers perdus qui reviennent parce qu'on est dans le monde d'après. Pour vous, c'était quelque chose d'évident? C'est une projection, c'est une envie. En fait, cette idée-là, elle m'est venue parce que, même si c'est pas du tout le résultat que j'escomptais, mais en fait, moi, de par mon travail précédent, j'étais un peu cataloguée écrivain de la nature, écrivain écolo, etc. Et notamment la trilogie des rives que j'ai écrite juste avant Orgel, où j'essayais
comprendre la relation de l'homme et de l'eau à travers la construction de paysages et de paysages à côté de l'eau ou dans l'eau. Et voilà, donc j'avais un peu cette étiquette et je me suis dit, tiens, si je faisais un roman anti-écolo, pour voir, juste par défi. Et finalement, donc j'ai imaginé, parce que je commençais à voir ce que vous avez dû voir vous-même, c'est-à-dire des dérives de certains mouvements écologistes, en particulier, évidemment, les mouvements écologistes d'extrême droite, qui veulent interdire l'avortement, etc. Mais tout un tas d'autres dérives, et peut-être même dans la sacralisation de certains paysages. Je ne suis pas sûre que ce soit une bonne idée. En fait, des mouvements essentiellement de citadins qui veulent préserver à tout prix la nature, donc ils figent, quoi, ils ferment, et ils disent la nature, il faut pas y pénétrer, en gros. Et voilà, bon, entre autres, hein, il y en a énormément. Sauf que en construisant le livre comme ça, finalement, il est peut-être encore plus écolo que les autres, puisque il met en scène ce qui va arriver si on fait rien, et on fait rien. Hein. Donc voilà, on est dans une époque, dans les années 50, où il n'y a pas assez d'eau pour tout le monde. Enfin, toutes les catastrophes qu'on nous annonce qui commencent, hein, et qui d'ailleurs commencent plus tôt que prévu, comme je l'ai dit. Et c'est pour ça qu'il y a cette mise en place de, voilà, on réagit dans l'urgence et on fait n'importe quoi. Et surtout, je crois que c'est ça qui me tenait le plus à cœur, c'est les courants faussement écologiques, tout ce qu'on appelle le verdissement, où tout est écolo, mais il ne faut surtout pas toucher à ce qui semble compter le plus, c'est-à-dire le système économique dans lequel on est. Voilà. Et donc, finalement, on verdit le système économique, alors qu'il n'y a pas d'autre solution, si on veut revenir en arrière, que d'arrêter, de ralentir au moins cette course à la consommation et à l'extraction du milieu naturel, quoi, à la destruction du milieu naturel. Donc, on est dans un gouvernement, dans mon livre, extrêmement coercitif, où tout est surveillé, tout est contrôlé. Vous ne pouvez pas vous déplacer sans qu'on sache exactement où vous êtes, pour qu'on n'abîme pas la nature. Mais on continue à faire de l'argent sur tout ça. Voilà. Et j'ai imaginé qu'on allait jusqu'à mettre dans les filets de ce système économique les zones à défendre sous prétexte de mécénat. Voilà, j'ai imaginé que même les zones à défendre étaient mécénées par des grands groupes industriels. Voilà. Mais ça c'est pas complètement impossible, je pense. Donc finalement, en voulant montrer que l'écologie peut être dangereuse, cette forme d'écologie-là, une écologie de surface, hein, où on fait semblant, bien, finalement, j'ai peut-être écrit le livre le plus écolo de mes livres, donc c'était pas ça que je voulais faire. Mais c'est pas grave. Non, parce que c'est aussi une métaphore. Le faire semblant, ça va aussi justement pour nous en tant que sujet. Oui. Plus on fait semblant, plus finalement, voilà, on se prend le mur aussi. Et c'est ça que ça raconte. Je trouve que c'est un livre qui aussi ose affronter le thème de la mort, de notre rapport à la mort, de notre volonté de ne pas vouloir mourir et du coup de vivre mal ou peu ou pas. Enfin, il y a pour moi, ça tourne autour de ça. Vous racontez aussi ce temps de mourir. La nature, elle, finalement, de toute façon, en tout cas, si on veut à ce point la dissocier de nous, ce qui est déjà complètement faire semblant, puisque c'est aussi nous, elle continue. Oui. Oui, elle échappe à tout ça. Qu'elle se dégrade ou pas, elle échappe à tout ça, mais nous. Donc sans cesse dans ce livre, je trouve qu'on est confronté à ça, à notre place, à quoi on s'accroche, à comment on vit. Pour ça, je parlais de ça au début, nos manières de mourir, nos façons de vivre. Et Lucie et Clémence sont justement, je trouve aussi deux regards sur oui, c'est vraiment cette question-là. Ouais, c'est vraiment une question de place, et elle se demande, et en particulier Lucie se demande où est-ce qu'elle doit être. Il se trouve qu'elle est dans cette grange qui se situe vraiment à mi-parcours des plus hautes estives et du bas, enfin de la vallée qui est une vallée d'altitude, hein, on n'est pas à zéro, mais où il y a les thermes. Donc en gros, il y a l'eau qui menace en haut et il y a l'eau qui soigne en bas. Et elle est entre les deux. Mais elle se positionne mal. Elle ne sait pas si c'est vraiment sa place. Avant, elle était ailleurs. Et là, à un moment donné, il va falloir partir de cette place à cause de la menace.
Donc, et vraiment, la question, c'est ça, c'est où faut-il se tenir? Au sens propre comme au sens figuré. Oui. Des questions, des remarques, Non. Non, ça réfléchit quand même. Moi, je sens bien qu'il y en a que ça circule. Alors, histoire d'eau, ça aurait pu s'appeler histoire d'eau, histoire de poche. Même histoire de poche. C'est une histoire de poche, ce livre. De poche avec un S. La poche du glacier. La poche, en effet, celle dans laquelle on fourre un peu tout, ou ses secrets, ou des bouts de papier, ou des déchets même. Et aussi la poche du ventre de la mère. Parce que c'est vraiment un livre magnifique aussi, je trouve, sur la maternité et plus précisément, pareil, sur l'accouchement, c'est-à-dire ce moment intermédiaire entre le dedans et le dehors et le moment où ça doit expulser, ça doit s'expulser. Et dans cette histoire, donc, il y a ces deux sœurs jumelles. La première, donc, c'est celle qui raconte l'histoire, Lucie. L'aînée. Et la seconde, c'est celle qui dysfonctionne, qui a des problèmes, comme dit sa mère. On parle souvent des problèmes de Clémence, pour pas dire pire. Et en tout cas, elle se vit dans la légende familiale. Les parents n'en voulaient pas. Ils n'en voulaient qu'une. À partir de là, comment on fait? Et l'accouchement se passe mal. Et l'accouchement se passe extrêmement mal. Mais pour moi, c'est vraiment symboliquement la même chose que quand le glacier explose, c'est-à-dire qu'il fait des ravages. C'est vraiment... voilà, il y a un thème aussi qui est là, qui est le ravage maternel. Et évidemment, les effets dans l'après-coup sont dévastateurs. Ça, évidemment, c'est pour vous quelque chose, j'imagine, qui est complètement conscient. Moi, je me suis sentie... Oui, ça vient juste après le rappel de la... Ça vient juste après le rappel de la catastrophe, bien sûr. Bien sûr. Et même le tout début, j'ai l'impression que c'était un rêve ou un cauchemar. En fait, on ne sait pas, justement, de cette opacité-là dont je parle aussi. C'est-à-dire qu'il y a l'alarme, il y a le sommeil, il y a la nuit. C'est très sensuel. Il y a le corps de sa sœur qui arrive sur elle alors qu'elle dort, et puis l'alarme, et puis la menace. On sent qu'on est sans arrêt entre l'interdit, la réalité, l'envie de fuir, l'envie de rester. La peau, tout se mélange. Et ça, je trouve ça très très fort comme montré dans le livre. Puis au fur et à mesure, on comprend. Et très très vite, on a ce double problème d'expulsion, celui de la mère qui met des heures et des heures à vouloir lâcher cette seconde enfant. Et le glacier, on en attend qu'il craque finalement aussi, mais il craque pas tout, il craque pas encore. Et surtout, ça lui échappe. Ça lui échappe pour plusieurs raisons. D'abord, on apprend assez rapidement que cette grossesse est une grossesse qui a été, que c'est une PMA qui a été assistée. Très moderne. Maintenant, en 2050, évidemment, c'est interdit. Et puis, oui, vous dites moderne. Mais par contre, l'accouchement ne l'est absolument pas, puisqu'on fait à cette dame, la maman de Lucie et Clémence, un geste qui est aujourd'hui interdit, mais qui a été autorisé jusqu'en 2007 ou 2008, je crois, et qui est une expression abdominale. C'est-à-dire que comme donc la deuxième Clémence ne sort pas, on appuie violemment sur le ventre de la mère. C'est un geste qui a été dénoncé comme extrêmement violent, douloureux et inutile. Voilà. Et donc ça, la mère, c'est, on va dire, un traumatisme, on peut dire ça. Voilà. Et ça, c'est très, très archaïque comme geste. D'ailleurs, je réalise que c'est pas la première fois, puisque moi aussi je récidive, puisque dans un autre livre, je raconte un autre geste extrêmement archaïque et qui a perduré longtemps, et je crois perdure encore aux États-Unis et parfois en France, qui est ce qu'on appelle les points du père, ou à l'époque on appelait ça aussi les points de courtoisie. C'est-à-dire qu'une fois que l'accouchement s'est passé, et s'il y a eu une déchirure, en particulier une déchirure naturelle, puisque les déchirures des épisiotomies sont bien nettes et faciles à recoudre, on recoud. Et on ajoute quelques points supplémentaires pour le plaisir du papa. C'est quelque chose qui existe encore. C'est quelque chose dont j'ai parlé dans Les Mains gamines. C'est vieux, c'était en 2008. Voilà. Et qui est évidemment dénoncé et qui tend à disparaître. Heureusement. Oui. Et toute sa vie, on a l'impression que Clémence, justement, a besoin de sans cesse justifier, même pour elle-même, son existence. Est-ce que je vis? Est-ce que je vis vraiment? Est-ce que je suis réelle? Mais donc, elle se fait mal. Elle se ravage, elle aussi. Elle est dans ce sillage du ravage.
peut-être sans le savoir. Et elle cherche sans cesse à être aimée tout en étant détestable. Et c'est ce qu'elle dit à sa mère à un moment donné, qui lui, dès toute petite, il y a un moment dans le texte, 5-6 ans, mais arrête de faire toutes ces bêtises. Et elle répond, mais je les ferai jusqu'à ce que tu ne m'aimes plus. Donc c'est vraiment... En fait, c'est parce que souvent les psychoses sont associées avec des pathologies du lien. C'est-à-dire que ces personnes malades Alors, il y a ce rejet dont vous parlez, que je mets. Est-ce que ça vient de là? On ne sait pas, que je mets comme ça. Mais même pas des réponses. Oui. Voilà. Même s'il n'y en a pas, il y a une pathologie du lien. C'est-à-dire que ces personnes ne se sentent pas aimées. Quand bien même on les aime, quand bien même on montre qu'on les aime, qu'on dit, elles ne se sentent pas assez aimées. Et du coup, elles font tout pour soit ne pas être aimées, soit réclament sans cesse. Et c'est impossible, c'est une espèce de... C'est impossible à satisfaire cette soif d'amour de ces personnes. C'est ce qu'on appelle des pathologies du lien. Et ça génère souvent beaucoup de violence. Voilà. Mais entre elles deux, donc il n'y a pas que ça, il y a vraiment tous les versants. On parle de montagne, il faut vraiment voir la montagne pareil dans son ensemble. Il y a les montées, il y a les descentes. Bon, voilà. Oui. Mais pour monter, il faut monter, et puis à un moment donné, il faut descendre. Donc, sans arrêt, on est balancé comme ça entre ces deux versants. Et ce couple... finalement, c'est un couple aussi, ces deux sœurs jumelles, devient vraiment légendaire. Enfin, il y a quelque chose de très, très fascinant et de très touchant, parce qu'elles sont aussi des couleurs opposées, mais pas si opposées que ça. On sent bien qu'elles se font écho l'une et l'autre. Et c'est pour ça que je parlais d'insécables aussi au départ. Elles fonctionnent aussi ensemble, et c'est cet ensemble-là qui est aussi de l'amour, et c'est aussi ça qui est beau. Donc c'est pas tout noir. En tout cas, dans le noir, il y a aussi du rose. Quand il y a des débordements, il y a aussi des débordements positifs. Clémence, elle est détestable et elle essaie de l'être. Mais elle est aussi extrêmement présente et aimée et aimable. Il y a comme une densité de son être. Quand elle est joyeuse et lumineuse, elle l'est énormément, plus que la moyenne. Et alors, on peut aussi parler du rapport au paysage. Je trouve que vraiment, dans ce livre aussi, on sent bien qu'on est le paysage, qu'on fait le paysage, ce qui, pareil, nous permet de penser que c'est pas la nature d'un côté et nous de l'autre, et que tout ce qu'on voit, je crois que vous le décrivez peut-être à un moment donné, on se rend bien compte que les animaux, les sangliers, les pas dans la forêt, tout fait le paysage. Et est-ce que c'est vraiment quelque chose que vous travaillez depuis longtemps? Et je crois que vous continuez de travailler ce rapport au paysage, comment on est à la fois influencé par le paysage, mais évidemment comment on l'influence aussi. Enfin, c'est un aller-retour. Oui, en fait, ce sont des étudiants à l'école du paysage qui m'ont rassurée là-dessus, parce que moi, c'est vrai que je suis assez admirative des paysans qui littéralement font le paysage, qui étagent la montagne, qui font les chemins, etc. Et moi, j'ai commencé à me demander, certainement il y a peut-être une petite dizaine d'années, au moment où on vieillit et on essaie de penser notre rapport à nos ancêtres. Ça arrive à tout le monde, j'ai l'impression. Et je me disais, moi, dans ma famille, il n'y a pratiquement que des paysans, et ils ont construit des choses... ils font partie d'une idée qui construit carrément des paysages. Et moi, qu'est-ce que je fais? C'est très théorique, c'est pas... je sais pas. Et eux m'ont dit, mais oui, mais vous le montrez justement, ça. C'était après un livre qui s'appelle Sauf Riverain, où je parle de ça. Vous le montrez justement, ce paysage. À partir du moment où vous le donnez à lire, vous le donnez à voir, vous construisez aussi un paysage. Je me suis dit, super. L'honneur est sauf. Et voilà. Par contre, non, actuellement, il y a un rapport au paysage dans ce que j'écris, parce que je parle de quelqu'un qui construit un jardin, mais c'est un paysage très artificiel, et il n'y a pas autant le rapport à la nature dans ce livre-là.
Et est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur un très joli titre qui est un des titres des chapitres, les heures malheureuses. Les mauvaises heures. Les mauvaises heures et les heures malheureuses, oui. Les mauvaises heures, c'est une estive qui existe réellement, qui est dans le Grand Barbat, dans le Val d'Azun, dans les Hautes-Pyrénées. Et c'est... En fait, mon livre, il est en 3 parties, mais avant, il était en 2 parties. Ce livre, il a eu énormément de remaniements. En principe, sur un roman, je fais à peu près une 20aine de versions. Ce livre, il en a eu le double. Mais il faut savoir qu'il y a eu plein de versions sans anticipation, plein de versions où c'était un frère et une sœur, un père et un fils, une mère et sa fille. Enfin, il y a eu plein de changements. Et notamment, j'étais un peu bloquée, je pensais que c'était ça, sur 2 parties. Et puis, j'avais un personnage qui n'avait pas assez d'épaisseur, qui est Léo, l'ancien amoureux de Lucie. Il n'avait aucune épaisseur, il existait à peine, manière juste de dire qu'elle a eu une vie. Et je savais déjà que c'était un gendarme de haute montagne. Et puis, un jour, j'étais donc dans cette très belle vallée, le Val d'Azun, et je discutais avec un éleveur, et je voyais un endroit qui était toujours enneigé. Et je dis, mais là, c'est des névés permanents. Il me dit, oui, quasiment tout le temps. Et je dis, c'est quoi, comment on y monte? Et il me dit, mais en fait, tu sais, là-bas, il y a les... Alors, il me le dit en occitan, il y a les mauvaises heures. Et donc, il me le traduit en français. Et juste en dessous du névé permanent, moi, j'y ai mis mes bêtes. Et j'ai dit, quoi, là-haut? Il me dit, oui, mais bon, j'y vais plus. De toute façon, elle monte toute seule. Et puis, mais un jour, il a fallu que j'aille les chercher. Et je me suis fait accompagner par le PGHM. Et là, ça a été une révélation. Vraiment, je me suis dit, mais alors, les gendarmes, donc des militaires, ils aident les éleveurs. C'était... Bon, je sais bien qu'ils aident pour les catastrophes, tout ça, mais c'était... Mais je me suis dit, mais c'est formidable, je trouve ça formidable. Et alors, j'ai imaginé que Léo, à un moment donné, montait à ses mauvaises heures. Et bon, voilà, je ne raconte pas tout, mais en gros, je décris cette montée, et évidemment, qu'est-ce que c'est qui est dangereux? C'est la descente. Et comme Lucie prend des drogues dures, il y a le même problème, en fait. Donc voilà, j'ai fait un peu une analogie avec ça. Et j'avais ma 3e partie. Et je faisais... Enfin, comment dire? Je me réconciliais avec ce personnage de militaire. Et donc le livre, il est sorti en fin août 2021. Et en décembre 2021, j'ai suivi un procès. Et ensuite, enfin novembre-décembre 2021 et ensuite novembre-décembre 2022, le procès d'appel d'une histoire dans laquelle je suis actuellement, qui n'a rien à voir avec ça. Mais il se trouve que ce procès n'était pas très loin de chez mes parents. Donc je suis allée voir mes parents. Et on discutait d'une chose, et ma mère me dit, ah mais attends, par rapport à cette histoire qui n'a rien à voir, elle voulait me montrer une lettre de félicitations qu'avait eue mon père. Et elle en trouve une autre, et elle trouve une lettre de félicitations parce que mon père avait passé 2 jours de nuit à déneiger les gens dans l'Isère, quand, je ne sais plus, dans les années 70, un truc comme ça. Et mon père était gendarme, mais simple gendarme. Hein. Et voilà, et je me suis souvenue de ça, je me suis dit, ah mais oui, c'est pareil, en fait, c'est la même histoire. C'est-à-dire que c'est un truc de... Moi qui étais si longtemps antimilitariste, je me suis dit, cette idée que des militaires qui non seulement sauvent les gens, ce qui est normalement leur fonction, c'est pas un problème, mais se coltinent les éléments, c'est-à-dire prennent la pelle, enlèvent la neige, et vont chercher les brebis égarées aux mauvaises heures et tout. Pour moi, c'était une révélation. Ça doit vous paraître ridicule, mais pour moi, c'était une révélation. Voilà. Du tout ridicule. Une espèce de mélange des genres. Voilà, c'est ça. Merci pour cette petite explication. Toujours pas de réaction. Ah. Moi, j'ai une question, parce que vous venez de dire que Lucie prenait des drogues dures. Non, pardon, j'ai dit Lucie, Clémence. Clémence.
Mais c'est un beau lapsus. On peut en parler de ce lapsus si vous voulez. C'est ça la question ? Oui. Il se trouve que j'ai construit ces jumelles, mais pendant longtemps, elles n'ont été pas jumelles. Hein. Je vous ai dit, il y a eu plusieurs versions, tout ça. Et puis quand je me suis dit, non, il faut qu'elles soient jumelles, bon, j'ai pas de sœur jumelle. Hein. Et non, mais je le dis parce que dans Sauf Riverain, je parle aussi de jumelles, et je l'avais tellement incarné que mon propre éditeur, qui était vivant encore, il est mort en 2018, m'a dit « Emmanuelle, vous m'aviez caché que vous aviez une sœur jumelle. » Parce que c'est un livre faussement autobiographique, Sauf Riverain. J'ai dit « Mais j'ai pas de sœur jumelle, Paul. » Et il me dit « Mais comment ça? Mais vous vous expliquez tellement... J'ai dit « Mais Paul, c'est un roman. Vous êtes éditeur. » Voilà. Mais la gémellité m'angoisse. Voilà. Et il se trouve que j'ai vraiment fait exister, j'ai essayé de faire exister 2 sœurs différentes, avec chacune... c'était vraiment des personnages à part entière, même si elles se complètent et tout. Et puis, quand j'ai commencé à parler du livre, il y a beaucoup de lecteurs qui m'ont dit 1, mais est-ce que c'est pas Lucie qui est folle? 2, mais est-ce que c'est pas une seule et même personne? Et j'étais... Que Lucie soit folle, je veux bien, mais que ce soit une seule et même personne, je dis mais non, parce que ça faisait disparaître Clémence tout d'un coup. Ça faisait comme si Clémence n'était que l'envers de Lucie. Et puis, 1 fois, 2 fois, 3 fois, il y en a plein qui me l'ont dit, et je me suis dit, bon, ben, s'il y a plein de lecteurs qui me le disent, c'est qu'on peut imaginer que ça pourrait être une seule et même personne. Moi, je dis qu'elles ont été dans le même ventre. C'est pas tout à fait la même chose. Non. Voilà. En tout cas, je laisse la possibilité au lecteur d'imaginer ça. Voilà pourquoi peut-être ce lapsus. Il y a aussi une autre explication à ça. Je vous ai dit tout à l'heure que, à mon lapsus, je veux dire, que quand il y avait un psychotique dans une famille, c'était parfois redistribué. Et qu'il y avait des dommages collatéraux et que du coup les frères, sœurs, père, mère, enfants pouvaient parfois avoir des crises. Et c'est tellement vrai que, ça j'en ai pas parlé dans le livre, mais je sais qu'il existe par exemple ce qu'on appelle des raptus, c'est-à-dire des crises de folie ou des épisodes psychotiques isolés dans les familles qui sont concernées par un malade psychique. Et ce qui fait que c'est parfaitement possible qu'un frère ou une sœur devienne fou, ne serait-ce que à cause de la maladie. Il y a une porosité, quoi. Une contagion, quoi. Et en plus, il y a des familles où il y a un terrain d'hérédité, malheureusement, de la maladie psychique. Même si elle n'est pas héritée, il y a un terrain de fragilité. Et il se trouve que vous savez, on dit souvent les artistes sont des fous, il y a Van Gogh, etc., etc. Or, il se trouve que non, et ça, moi, je l'ai toujours soutenu, pour travailler, en particulier pour écrire dans la création, pour travailler dans la création et en particulier pour écrire, mais je crois que c'est valable pour tous les métiers de la création, il faut être extrêmement structuré et solide, et quand on est malade, on n'y arrive pas. La preuve, c'est que Garouste, qui avait une bipolarité très, très forte, décrit bien ça. Il décrit que quand il est en crise, il ne peut absolument pas travailler, et qu'il n'aurait pas été bipolaire, il aurait beaucoup plus travaillé. Donc il y a beaucoup moins, et puis en plus ça a été vérifié, il y a beaucoup moins de malades psychiques chez les artistes que d'artistes... Que partout dans la rue, dans la salle. Et d'ailleurs, il y a aussi, soit dit en passant, c'est important de le signaler, même parce que parfois il y a des faits divers très spectaculaires, mais il y a beaucoup moins de criminels. Enfin, les statistiques, les 10%, parce que c'est à peu près 10%, toutes maladies confondues, qui touchent la population, se retrouvent moins chez les criminels, parce qu'on croit toujours que c'est pas du tout vrai. Par contre, il y a beaucoup plus de victimes chez les psychotiques. Mais par contre, il se trouve qu'il y a une espèce de cousinage, de fragilité et de qualité aussi chez les artistes. C'est-à-dire que qui fait que c'est des gens qui auraient presque pu être malades. Et il y a je suis désolée, j'aurais pu pour ce soir retenir son nom, mais j'ai oublié son nom. Mais en gros, il y a un psychiatre qui a écrit il n'y a pas longtemps un livre sur ça, où il explique que quand il y a un fou, on va dire, dans une famille, on peut chercher, on trouvera un artiste. Parce qu'il y a des terrains communs. Et lui, il explique comment la maladie, elle
elle évolue, et plus on développe des facultés intellectuelles et cognitives, plus il y a de fous, puisque en fait, finalement, si on regarde sur l'histoire de l'humanité, ce sont des bugs, en fait, que notre cerveau se développe tellement qu'à un moment donné, ça fait des bugs. Voilà. Et il dit que ces bugs-là, ils existent aussi chez les artistes et les écrivains, etc., mais sans développer de maladie. Voilà. Donc il y a un cousinage. Donc à partir du moment où Lucie est la narratrice de Orgel, moi, évidemment, je peux me projeter et moi, je peux être folle. C'est ça que je veux dire. Sauf que, au lieu d'être folle, eh bien, je suis devenue écrivain. Et c'est vrai, hein, c'est-à-dire que quand j'étais petite, j'étais vraiment à la lisière de la folie. J'étais extrêmement angoissée. Apparemment, je l'ai appris il n'y a pas longtemps, j'ai eu une dépression grave, toute petite, hein. Et j'étais extrêmement angoissée, d'où mon besoin de contrôler, border, etc. Et pour contrer cette impossibilité que j'avais d'être au monde, parce que c'était ça, hein, je ne pouvais pas communiquer avec les autres et tout, je me suis inventé des histoires. Et j'écrivais dans ma tête avant même de savoir écrire toutes ces histoires. Et très rapidement, dès que j'ai su écrire, j'ai essayé de les mettre en forme. Donc, d'où ce lapsus de la narratrice qui pourrait être folle. La narratrice se confondant parfois avec moi. Voilà. Alors, on va terminer ce rendez-vous par un petit quart d'heure, 20 minutes de lecture, voilà, de textes piochés, de moments piochés dans le livre, avec Gilangelo Gazzoli qui a travaillé sur, vous verrez, une atmosphère, une ambiance sonore qui va vous permettre de plonger davantage dans ce roman Orgel. Je n'ai pas peur de l'altitude. Je me suis toujours sentie plus en sécurité en haut, le plus haut possible, malgré le glacier, malgré sa menace d'eau. Tout en haut, autour et au-dessus du glacier. L'eau est pure, trop pure pour être bue. En bas, l'eau sort magique, amenant guérison et bien-être. Entre les deux, la circulation souterraine accroche à ces molécules frottées aux roches des minéraux qui la rendent potable. J'y habite, entre les deux, au seuil de la potabilité, au-dessous de la pureté, au-dessus des vertus minérales, saupoudrées d'oligo-éléments émergeant à presque 40 degrés, la rivière médicale. On dit en bas pour parler du village et des thermes au plus profond de la vallée. Mais il y a plus bas encore. Pour aller plus bas encore, il faut changer de vallée et se retrouver tout en bas, en ville. Entre le glacier et le fond de la vallée, en suivant le torrent, il y a une trentaine de kilomètres et 2500 mètres de dénivelé que les 200 000 mètres cubes d'eau et de glace, augmentés de prise, doublant, triplant, quadruplant, quintuplant son volume, avaient parcouru en moins d'une heure. Un peu au-dessus du village, dans un hameau à près de 1000 mètres d'altitude, nos parents tenaient une ferme, héritée de nos grands-parents paternels, sur le flanc épargné par la lave. Je vis sur le versant le plus arraché, en face de notre enfance, dans cette grange héritée du côté maternel, 600 mètres plus haut. Depuis, la montagne s'est cicatrisée, laissant doucement ses terres, ses herbes, ses arbres gagner les rives jadis scalpées. Cette grange où j'habite, où nous habitons désormais, ma sœur et moi, mais est-ce que ma sœur habite avec moi? Je ne sais pas. Est-ce qu'elle va rester ou à nouveau disparaître? Est-ce que c'est aussi chez elle, chez moi? Cette grange est dite foraine, parce qu'isolée, en dehors des hameaux et des villages, à l'écart, étrangère au village. On l'a dit aussi Mayenne, parce que située entre hiver et été, un endroit de mi-estive, un endroit de mai, de printemps, d'automne aussi, un endroit où les bêtes pâturent à l'intersaison, un endroit d'antre, comme ces saisons d'attente, comme l'attente elle-même.
Seuls les hommes dans le bel âge et les enfants assez grands, montés en estive, avaient survécu. Les femmes en bas étaient presque toutes emportées. Les femmes, les vieux, les enfants, sauf quelques-uns sauvés, errants, quelques enfants qui avaient su courir, et le bébé dans le berceau de bois qu'on avait pour une nuit laissé dans la grange de mi-estive parce qu'il pleurait sans relâche dans cet été si chaud et que le travail à cette période de l'année ne permettait pas qu'on dorme mal. On avait accroché le berceau en hauteur pour le garder des bêtes, sous la surveillance du jeune berger qui soignait les brebis fragiles, les brebis malades, les brebis prêtes à agneler, qu'on n'avait pas estivées. C'était des brebis du côté de ma mère, avant la lave. C'est la légende qu'on nous a transmise, mais elle me paraît invraisemblable. Pourquoi isoler un bébé si loin, si haut, dans cette grange foraine à plusieurs kilomètres, quand on pouvait le laisser dans une remise à proximité? Pourquoi si loin de sa mère? Je me suis toujours dit que cette légende était trop belle pour ne pas être sordide. Pour moi, elle cachait une sorte d'abandon. Ce bébé était le 10e, sans doute celui de trop, une fille qui plus est. Le petit berger était peut-être chargé de la faire disparaître, sous le prétexte d'un accident. Mais alors, pourquoi l'avoir ainsi accrochée de peur des bêtes? Rendue muette par la peur, ou simplement inaudible à cause des autres bruits, les bêlements affolés, la lave grondant derrière les murs, mon arrière-arrière-grand-mère, cette nuit-là, n'avait pas émis un son. Hagard, comme saoulé de terreur, le berger l'avait redescendue, portée sur ses épaules comme une agnelle, cherchant à qui la rendre, appelant, et plus de femmes de la famille, presque plus de femmes d'aucune famille, plus de femmes avec du lait, nulle part. Le berger passait de maison en maison, de ruine en ruine, oubliant l'horreur qu'on lui avait commandée, demandant du lait. Notre montagne est maintenant très protégée, mais aussi passée au peigne fin, plus sauvage qu'avant, plus préservée, mais totalement surveillée. Rien n'échappe au maillage mis en place par les dernières politiques environnementales. Surveillance électronique, animaux badgés, caméras pilotées à distance, capteurs pénétrant les glaciers. La montagne est minée par les sondes et truffée de mouchards sur écoute en permanence. Et pourtant la montagne est plus imprévisible que jamais. Quelque chose reste de sa brutalité. Quelque chose n'est pas contrôlé. Mais quoi? Je me demande ce qui échappe à l'application des marcheurs, aux jumelles des gardes, aux drones de la sécurité civile, aux sondes des glaciologues, au comptage des zoologistes et des herboristes. Quelles fleurs, quels oisillons, quelles coquilles ébréchées, quelles racines, quels rongeurs, quels nids, quels vols, quels pétales, quels sabots, quels prédateurs, quels regards, quelle proie, quelle brise, quel camouflage, quel souffle, quel fun, quelle plume tombée, quel flocon, quelle pluie, quelle fonte, quelle sente, quel sentiment sur l'écorce, quel murmure, quel dérapage, quelle pierre, quel hurlement se dérobe à la surveillance, aux prévisions, à la collecte de données. Quelle fleur, quel oisillon, quelle coquille ébréchée, quelle racine, quel rongeur, quel nid, quel vol, quel pétale, quel sabot, quel prédateur, quel regard, quelle proie,
Quelle brise, quel camouflage, quel souffle, quel fun, quelle plume tombée, quel flocon, quelle pluie, quelle fonte, quelle sente, quel sentiment sur l'écorce, quel murmure, quel dérapage, quelle pierre, quel hurlement se dérobe à la surveillance, aux prévisions, à la collecte de données. Quand Clémence m'avait entraînée sur le glacier, la menace était présente, mais invisible. Nous avions 16 ans. Après plus de 100 ans sans inquiétude, on savait le glacier à nouveau sous pression, mais il fallait beaucoup d'imagination pour voir le danger. Et les glaciers des générations précédentes étaient réputés dangereux, rassembleurs de brume et avaleurs de corps, désorientant les chasseurs et les bergers pourtant habitués à leur traversée. Mais dans notre adolescence, les glaciers n'effrayaient plus personne. Seul le nôtre, avec ses entrailles tendues d'eau, était censé faire peur. Clémence arpentait sa peau en sautillant sur ses crampons, légère comme la fillette ailée qu'elle cachait depuis longtemps déjà dans son déhanchement précoce, sous ses habits de séductrice et son maquillage outré, une fillette que je voyais revenir dans le corps de ma sœur. Elle prenait la place de la femme que Clémence prétendait être devenue. Oui, elle revenait, ma petite sœur, la petite fée. Elle était encore là, mais elle ne volait plus. Elle était plus près du sol. Toujours aussi gracile, elle était solide et ancrée comme une étagne. Et elle jouait à nouveau. Elle n'avait même pas rechigné à chausser de vieux crampons rouillés qui la grandissaient et avec lesquels, perdant un peu l'équilibre, elle s'amusait à danser. C'était elle qui avait eu cette idée folle, au retour de plusieurs semaines de fugue. Si on montait sur le glacier? Et elle avait fouillé dans la maison vieille jusqu'à dénicher des crampons. Elle avait gardé, malgré mes recommandations, son petit haut trop peu couvrant, laissant voir ses tatouages que j'avais insisté pour enduire de crème solaire. « Tu me saoules, vas-y, file-moi le tube », m'avait-elle répondu. Et elle s'était tartinée de la tête à la naissance des seins, nuque, bras, se fardant comme un clown blanc. Le danger du glacier semblait agir comme un aimant sur elle, même si ma sœur affirmait qu'il n'y en avait aucun. Le seul risque, selon elle, venait des mouchards, sondes, caméras, drones, qui surveillaient le glacier de près et auraient pu nous surprendre, puis envoyer les données à la gendarmerie. Ma sœur prétendait savoir déjouer la surveillance électronique et connaître les heures, pourtant irrégulières, des patrouilles. Mais en réalité, elle ne savait rien. Elle tentait de passer presque au hasard. Elle avait tenté le diable, disait notre mère. Elle avait encore fait sa folle, riait notre père. Elle relevait le défi, avaient déclaré les bergers à mi-parcours. Et moi, je l'avais suivi. Il faisait une chaleur anormale. On pouvait atteindre le glacier sans pull, sans veste. Moi, je frissonnais un peu, mais je ne savais pas bien pourquoi. Le glacier semblait sage, d'un blanc sale, même en plein soleil. J'espérais voir les scintillements décrits par les scientifiques au XIXe siècle, entendre les bruits de bois, de métal, de grottes et d'eau dont on m'avait si souvent parlé. Bulles, craquements, grondements, grincements, sifflements, gémissements. Au moins des bruissements, des égouttements, des gargouillis. Je marchais hésitante dans les sillons de plus en plus larges et profonds, des tunnels creusés par les pluies battantes, aux voûtes si fragiles qu'ils devenaient canyons par endroits. Je regardais
patiente et déçue. Les cristaux à peine blanchâtres, parfois nuancés d'un bleu incertain et d'une sorte de vert ambigu, sans vivacité, tapissant les grottes de glace formées par l'eau et l'air, s'engouffrant dans le glacier fondant. Je me faufilais à la suite de ma sœur par les bouches ouvertes aux lèvres étroites. Le glacier aminci, pâli, désenchanté nos envies d'avoir peur. À l'intérieur, c'était à peine un peu glissant, à peine un peu coupant, à peine un peu vivant, à peine un peu dangereux, et, si nous tendions l'oreille, encore un peu sonore. Nous nous enfoncions à travers les perspectives trompeuses dans l'épuisement de la lumière. Est-ce que le glacier n'était plus qu'un énorme abat-jour ou restait-il un peu de mirage ? En levant les yeux, on pouvait entrevoir une luminosité presque tue, bordée par de légers bourdonnements que nous hésitions à entendre. Peut-être que nous les inventions, finalement. Peut-être que le glacier ne bougeait plus. Peut-être qu'il était mourant, avaché sur ces pauvres moraines. Peut-être que nous jouions juste à nous faire peur. C'était donc ça, le réchauffement climatique. Une gomme qui chassait la lueur du glacier, reléguait sa puissance à de vieilles légendes désuètes. Pourtant, nous savions que la poche était à nouveau pleine. Nous savions qu'il aurait fallu avoir peur. Nous nous collions aux parois, polissant notre attente de froid, pour essayer de ressentir la pression de la poche, pour essayer d'entendre la sommation de l'eau. Mais c'est à peine si nous percevions la rumeur de notre peau, répercutée par la peau de glace, comme lorsque nous étions gamines et que nous pensions entendre la mer lointaine murmurer ses vagues dans un coquillage collé à notre oreille, quand ce n'étaient que les pulsations de notre sang cognant sur la nacre, amplifiées par la forme concave. C'est pourtant dans cette posture que j'ai eu la peur de ma vie. La seule peur de ma vie qui ne soit pas directement inspirée par Clémence. Une voix d'homme s'était glissée dans le glacier, une voix qui nous interpellait. En y réfléchissant, c'était ma sœur qui l'avait amenée là. Cette peur venait donc encore d'elle. Cette peur et cet amour qui a suivi, mon amour pour Léo. Une voix d'abord qui nous a décollés de la paroi, et puis le son d'un corps glissant sous la voûte, son corps qui prenait forme, là, dans la déception palichonne du glacier, un homme qui venait nous rappeler l'interdit, le danger. Mon futur amour venait nous évacuer manu militari. Ils étaient deux, mais je n'ai fait attention qu'à lui, Léo. Léo tenait tête à ma sœur, à qui l'humiliation d'avoir été prise sur le fait impulsait un dernier sursaut. Clémence s'opposait naïvement, de façon presque indolente, elle savait que c'était plus la peine. Elle était fière d'avoir réussi à entrer dans le glacier, et plusieurs fois encore, mentant juste ce qu'il fallait pour majorer notre exploit. C'est maintenant que tu nous trouves, connard, si tu savais combien de fois on est monté. Léo tenait tête à ma sœur, niant son ingéniosité, annulant sa révolte et son ultime tentative de résistance. Clémence minaudait en dénouant ses longs cheveux que l'été avait enflammés et qu'elle avait pour un temps renoncé à teindre, ses beaux cheveux auburn qui circulaient comme si j'étais vivant sur ses épaules trop peu couvertes où la crème avait fondu et où pointait, sous les tatouages, une menace de coups de soleil qui descendait jusque dans son décolleté. Une rougeur répondant à la rousseur de ses cheveux, plus indécente que son sourire inutilement dragueur. Léo ne bronchait pas. Il me regardait avec un air interrogateur, insensible au racolage rayonnant de ma sœur. Elle faisait maintenant mine d'ajuster ses guêtres, se penchant pour offrir la courbure de ses reins, fossette jumelle en prime au cœur des arabesques tatouées. Je connaissais ses gestes affriolants par cœur. Ma sœur rougissante et magnifique et vulgaire, ma sœur comme si souvent retranchée derrière son corps, son arme, sa beauté. Ma sœur était plus belle et touchante que jamais, sans maquillage, sans autre masque que la blancheur de la crème, encore reluisante par-ci par-là. Mais Léo était indifférent à sa colère,
à sa provocation, à sa lumière. Si Clémence était morte, si Clémence mourrait, elle me hanterait autant qu'elle m'a hantée pendant ces 30 années sans elle. C'est ma sœur qui a emporté nos parents dans la vieillesse, dans le désarroi, depuis sa naissance. Clémence avec moi, Clémence après moi, Clémence est venue, Clémence est née, Clémence est sa folie, sa place inexistante et pourtant prise de force, comme arrachée depuis le ventre de notre mère alors que je venais d'en sortir. Celle qui aurait dû mourir, c'était ma sœur. Elle n'aurait même pas dû naître, puisqu'elle nous empêchait de vivre. Puisque pour que nous puissions vivre, il fallait qu'elle soit d'accord. Puisque pour vivre, il fallait que notre quotidien devienne invivable. Et notre quotidien, c'était elle. Lorsque j'entendais mes parents dire que Clémence était invivable, je me demandais si être invivable, c'était rendre invivable la vie des autres, ou est-ce que c'était elle, ma sœur, qui invivait ? Et qu'est-ce qu'invivre alors voulait dire ? Invivre, est-ce que c'était plus difficile que vivre ? Que vivre qui est déjà si difficile ? Pour invivre, fallait-il s'épuiser et souffrir plus encore que pour vivre ou survivre ? Invivre, qu'est-ce que ce pouvait être ? Sinon mourir. Pour capter tous ces messages, il faut accepter d'avoir dans sa besace un peu de peur. Ne jamais oublier la peur, m'ont-ils souvent recommandé les bergers. C'est elle qui permet l'attention aux signes. Pour moi, la peur est le premier sentiment humain, peut-être le seul. Et tous les sentiments découlent de ce premier sentiment, la peur. Et j'écris sans doute parce que j'ai peur. Mais je crois qu'on fait tous des choses parce qu'on a peur. Voilà pourquoi je voulais parler de ce sentiment-là, le seul sentiment, la peur. Merci beaucoup Emmanuelle Salasque, merci Gilangelo Gazzoli, merci à vous.